Bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous pour cette 23e édition des Investor Awards. Une cérémonie qui récompense chaque année les sociétés cotées qui s'ouvre traditionnellement par une table ronde d'une durée de 45 minutes. Alors, Investor Awards réduit à ces deux initiales, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça donne IA. IA qui a aussi une autre signification, intelligence artificielle. Avouez que la coïncidence est opportune puisque le thème de cette table ronde, c'est l'IA et la finance, entre promesses et fantasmes. Oui, parce qu'on a parfois le sentiment que l'IA est partout depuis que ChatGPT a débarqué dans nos vies sans vraiment prévenir, nous permet désormais au choix, traduire des recettes de cuisine directement du japonais, faire un poème en alexandrin sur la pression fiscale en France, ou de boucler dans les délais la disserte de philo de nos enfants en évitant de commencer par de tout temps les hommes. Mais le sujet n'est pas que trivial, puisqu'on lit, on entend aussi qu'on serait à l'aube d'un bouleversement tectonique équivalent à l'arrivée d'Internet et que l'IA générative va révolutionner des secteurs entiers de l'économie et parmi ceux-ci celui de la finance. Alors plusieurs études nous promettent des banques ou des compagnies d'assurance plus efficaces, au choix plus agiles mais aussi plus proches de leurs clients. Est-ce qu'on est là devant, pour le dire de façon un petit peu simple, un enfilage de buzzwords, un effet de mode, aussi un gouffre à investissement, ou est-ce qu'on touche du doigt une promesse déjà presque tangible d'une révolution en marche? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de savoir ce soir grâce à nos 5 invités. Je vous demande d'accueillir notamment Jamal Hatif, directeur scientifique de l'Institut Prairie et vice-président de l'Université Paris-Dauphine. Bonsoir. Merci. Merci. À ses côtés, Noémie Elzam, Group Head of AI Société Générale. Bonsoir. Bonsoir. Mathieu Kep, Head of Innovation chez Amundi Asset Management. Bonsoir. Cyril Régnier, Principal, sponsor du domaine d'excellence data chez Square Management. Bonsoir. Et Frédéric Tardy, General Manager Microsoft France. Bonsoir à tous. Et je termine par Frédéric parce que quand on a préparé cette table ronde, il m'a dit il y a plein de thèmes intéressants qui sont abordés, mais on n'y arrivera pas si on pose les bases en faisant une définition de ce qu'est l'IA générative. Je me suis dit que c'était une excellente remarque et je me suis dit surtout que j'allais lui laisser faire le boulot. Alors Frédéric, qu'est-ce qu'on entend précisément par IA générative? Pour moi, l'intelligence artificielle, voilà, c'est mon copilote au quotidien qui me permet de gagner 1 heure par jour sur mes tâches quotidiennes. C'est une sorte d'humain augmenté et ça me permet de lui confier les tâches qui ont peu de valeur et qui me permet de gagner énormément de temps. Jamal, est-ce que l'universitaire a lui sa définition, s'est forgé sa définition de l'IA générative? Ah non, mais quand on pose cette question à l'universitaire, il botte en touche. En fait, on a du mal à définir l'IA. Enfin, bon, on a d'habitude de dire que c'est un domaine assez protéiforme. Dans l'IA, on met beaucoup de choses. En général, on met dans l'IA ce qu'on n'arrive pas à résoudre. Dès qu'on a résolu un problème, c'est plus de l'IA en général. Donc ça, c'est une réponse un peu universitaire. Mais moi, je vais m'aventurer quand même à donner ma vision de l'IA. D'accord ? Donc c'est un ensemble d'outils, de technologies qui nous permettent de résoudre des problèmes qui sont supposés difficiles pour nous, des humains. D'accord ? Donc à chaque fois qu'on a une tâche qui nécessite un peu, on va dire, d'effort cognitif, de jus de cerveau, on dit que ça relève de l'intelligence. Et l'idée, c'est comment mécaniser tous ces raisonnements-là, donc le terme c'est le raisonnement, en machine. Comment faire ça par des algorithmes qui vont être implémentés dans des machines. Et pendant très longtemps, il y a des tâches qu'on a supposées être très délicates, générer un texte, résoudre des problèmes mathématiques, imaginer les configurations moléculaires. Donc parce que l'IA, on parle beaucoup d'IA générative parce que c'est ce qu'il y a devant nous, mais l'IA c'est plus vaste et l'IA générative c'est que le plus haut de l'iceberg. Mais l'IA aujourd'hui transforme la pratique scientifique. Aujourd'hui les biologistes ne travaillent pas comme avant, donc ça propose de nouvelles façons d'aborder des problèmes et ça aide parfois à l'idéation, à d'imaginer de nouveaux scénarios scientifiques, mais aussi à des nouveaux scénarios pour résoudre des problèmes. Donc tout ça, vous voyez, on peut continuer à énumérer, faire une sorte de définition par extension, parce que fait l'IA, sans pour autant donner la définition exacte parce qu'elle est circulaire. On n'arrive pas à définir ce que c'est que l'intelligence et encore moins si cette intelligence est artificielle. Mais c'est un ensemble de technologies qui nous permettent de résoudre des tâches, pour l'instant prédéfinies par l'humain,
de façon efficace. Donc c'est une sorte de vision de l'IA étroite, donc l'IA qui est faite pour résoudre des tâches spécifiques. Bon, ensemble de technologies qui nous aident à résoudre des tâches spécifiques. Cyril, vous accompagnez les entreprises, notamment dans tout ce qui est domaine de transition, d'innovation. Les perspectives de l'IA, on les annonce énormes, titanesques. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez, que vous vous retrouvez dans cette affirmation, et notamment sur le secteur de la finance ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a de plus en plus de sujets chez nos clients autour de l'IA, de l'IA Gen, puisque comme c'est nouveau, tout le monde veut se jeter dessus. Donc ça commence toujours par des POC, hein, tout le monde en fait. Donc le problème des POC, c'est qu'ils n'arrivent pas forcément toujours à des résultats probants. Et donc je pense qu'en effet, on est à l'aube d'un nouveau... d'une nouvelle ère, et on va en parler aussi tout à l'heure avec Mathieu, parce qu'il y a des choses qui se mettent en place et qui fonctionnent, donc ça c'est une très bonne chose, et je crois que oui, nous on est capable aussi aujourd'hui en tout cas d'accompagner cette innovation, et voilà, et aujourd'hui toute la recherche, tous les travaux aujourd'hui qu'on peut mener aussi chez nous sur ces thématiques-là nous permettent d'accompagner aussi nos clients. Donc je crois qu'il y a une complémentarité, hein, à la fois de l'universitaire, de la partie recherche, et puis aussi nous, comment le traduire dans des faits concrets pour que qu'il y ait un côté quand même mesurable. On parlera tout à l'heure des ROI, mais voilà, nos patrons, ils sont très sensibles à ça, donc ça va être un élément aussi clé pour nous. On va parler du sujet. Est-ce qu'on a quelques chiffres à partager justement sur le potentiel de l'IA dans le secteur de la finance ? Donc moi, je peux commencer, effectivement. Alors, je pense qu'un point qui est important à rappeler, c'est qu'en fait, on utilise l'intelligence artificielle, en tout cas les générations précédentes d'intelligence artificielle depuis un certain temps déjà dans la finance. Dans l'industrie, c'est à peu près 2016 les premiers cas d'usage vraiment à l'échelle. Donc c'est un premier chiffre, c'est une date, mais c'est un premier chiffre. Ensuite, effectivement, on a eu toute une phase où dans l'industrie, je pense qu'on a collectivement essayé de générer le plus possible de cas d'usage, parce qu'on avait besoin en fait collectivement de se tester. On avait bien sûr déjà des modèles, des algorithmes qui étaient utilisés, notamment dans le pilotage de nos risques, beaucoup dans les activités de marché, dans la prédiction des risques, aussi des algorithmes qu'on commençait à pouvoir traiter des données non structurées, qui étaient commencés à être utilisés dans le service client avec les premiers chatbots, etc. Mais on va dire entre 2019 et 2020-2022, on a beaucoup tous été dans la course à construire des portefeuilles. Donc voilà, nous c'était à peu près 600 cas d'usage. On a une cible de 500 millions d'euros de valeur récurrente à maturité. On était un peu dans ces chiffres-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où, avec l'IA générative, qui en fait ouvre, on va y revenir, tout un tas de nouvelles portes pour nous permettre de traiter massivement des données non structurées et donc de vraiment repenser des processus. On est tous beaucoup plus en train de chercher des chiffres plus tangibles sur moins de projets, avec plus de valeur sur chacun des projets. Et voilà, ça, je crois que c'est un mouvement qu'on est tous en train de traverser et de refocaliser nos efforts sur des cas qui nous rapportent plus de valeur. Je suis tout à fait aligné avec ce qu'a dit Noémie. Je pense que le grand changement, c'est moi, quand j'ai commencé ma carrière dans la banque, l'intelligence artificielle, c'était utilisé par des gens qui faisaient des systèmes de scoring et autres. Donc une petite partie des salariés. Maintenant, avec ChatGPT et tous les outils d'intelligence artificielle, ça concerne tous les salariés. Par exemple, si on prend le cas d'AXA, les 140 000 salariés utilisent ChatGPT au quotidien. Donc je pense que c'est ça l'énorme changement qui a eu lieu ces 2 dernières années. C'est que tout le monde utilise l'intelligence artificielle, et il y a juste à voir vos enfants. Moi, mes enfants utilisent l'intelligence artificielle au quotidien pour faire les devoirs. Donc on voit cette démocratisation, exactement comme ce qui s'est passé avec la vague Internet. Ça touche absolument tout le monde. Mathieu ? Tu me permets de compléter ? Bien sûr. Alors je vais rebondir parce que j'aime beaucoup l'intelligence artificielle. C'est un buzzword et on met beaucoup de choses dedans. Et quand on en fait quelque chose, ça devient une application. On est d'accord. Et après, je pense que des chiffres, on peut en donner plein. Sam Altman, patron d'OpenAI, nous dit que vous pouvez faire 80-90% de gains d'efficacité sur vos processus avec ChatGPT. Bon, il a raison de le dire. Il a le droit de le dire. Je pense plus que ça va être peut-être plus proche des 10-20%. Je mets les pieds dans le plat, je prends un pari là-dessus. Et c'est un petit peu si vous faites le miroir ou l'analogie avec Microsoft Excel. Si toutes les personnes de cette salle étaient des super professionnels et experts de Microsoft Excel et de VBA, vous n'auriez jamais eu besoin de département IT pour vous développer des bases de données et des applis.
D'accord. Et ça va être un peu la même chose si vous êtes des super pros, des LLM, des OpenAI, ChatGPT et tous les... Oui, sûrement que vous allez chercher des gros gains. La vérité, c'est que personne ne sera des super experts et que vous allez chercher des petits gains. Ça, c'est le premier message. Le second, et je te rejoins, Noémie, dessus, c'est que tout le monde voit comment essayer d'automatiser des tâches aujourd'hui qui n'étaient non automatisables, ou alors avec des coûts prohibitifs, donc sans ROI du coup. On en est tous dans cette phase-là. Je pense que tout le monde a déjà fait beaucoup d'efforts avec des gains évidents. On va en arriver là où Frédéric essaie de nous mettre le doigt, c'est qu'on va commencer à repenser les processus business. On va commencer à désiloter des métiers qui n'étaient pas capables de se parler facilement avant, parce que l'IA fait le go-between. Et donc là, c'est très difficile d'aller mettre un chiffre. Mais c'est là où il y a les gros cailloux et les gros efforts. Donc 10% d'optimisation de coûts, ok, vous le mettez en coût externe, en ETP, en comme vous voulez. Faire un nouveau processus métier qui n'était pas fait avant et on le fait différemment, c'est très difficile d'aller faire une estimation du ROI. Et c'est là où potentiellement il y a la promesse d'une révolution, quelque chose de tectonique, comme tu l'expliquais en introduction. Il y a cette promesse, cette double promesse de l'IA dans le secteur de la finance. Il y a d'un côté les gains de productivité qui permettent de délester un petit peu ces tâches qui prennent énormément de temps à faible valeur ajoutée. Et puis de l'autre, du coup, il y a le gain de temps qu'on va pouvoir consacrer aux clients. Donc d'un côté, une banque plus fluide, plus efficace, peut-être plus sûre, parce qu'on a aussi des process qui vont vérifier un certain nombre de choses. Et puis un rôle du conseiller client qui est revalorisé, qui est là pour les moments de vie importants, qui est là pour accompagner le client justement sur des décisions importantes. Mathieu, Noémie, c'est déjà ce que vous constatez aujourd'hui ou c'est encore un petit peu tôt? On est plutôt sur la phase 1, gain de productivité, et on commence à préparer peut-être ce qu'on va appeler la revalorisation de la relation client. C'est une évidence. En fait, on a tous commencé par les services clients, la prise en charge des demandes, les choses un peu atypiques pour libérer du temps et se focaliser sur les cas plus critiques, à plus forte valeur ajoutée. Et rapidement arrivé quand même la compréhension que ChatGPT n'était pas bon en raisonnement. Je dis ChatGPT par abus de langage, peu importe n'importe quel modèle. Et donc pour reprendre une chaîne de causalité, de causes et d'effets, de problématiques dans tout un système d'information pour comprendre pourquoi le client a telle problématique, il n'est pas bon à raisonner. Il est bien à reformuler, à adapter le ton, mais certainement pas à raisonner. Donc il y a toujours eu ce problème-là. Maintenant, j'ai envie de dire, tout l'enjeu n'est pas d'automatiser ce qui n'était pas automatisable, d'accord ? Tout l'enjeu est de permettre aux gens d'accélérer au quotidien, pas d'être remplacés, d'être augmentés, d'accord ? Grâce à des outils qui sont bien intégrés. Alors, Microsoft propose Copilot pour votre PowerPoint, Excel et autres. Évidemment, des systèmes Bourseau, Société Générale, vous avez vos propres logiciels dans lesquels vous aurez vos copilotes que vous aurez développés. Mais l'idée est bien de s'affranchir un peu de ce réflexe habituel qu'on a d'automatiser à 100%, mais d'avoir cette logique juste de se dire je suis capable d'accélérer en confiant certaines tâches, en rephrasant, en apprenant à utiliser un nouvel outil. Voilà. Je ne sais pas si je réponds complètement à ta question, mais... Oui, non, moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Peut-être deux éléments de réponse complémentaires à ça. La première chose, c'est que en fait, l'IA, tu l'as dit aussi, c'est une technologie. Et donc, c'est une technologie qui vient compléter tout un bench de technologies qu'on a, digital, d'automation traditionnelle, etc., pour, in fine, rendre un service client au meilleur coût, dans les meilleures conditions de satisfaction et dans les meilleures conditions de sécurité. Donc, moi, je n'opposerais pas, en fait, les gains d'efficacité opérationnelle, la bonne gestion des risques et la satisfaction client. Nous, c'est notre métier de vendre de la confiance. Donc, en fait, les risques et la satisfaction client, c'est quand même deux choses qui marchent ensemble. Et c'est aussi notre métier de le vendre au meilleur rapport délai pour le client et au meilleur coût, puisque, in fine, le coût se répercutera sur le client. Donc, je pense que la façon dont il faut l'envisager, c'est vraiment de se dire... Selon mon modèle relationnel, soit j'ai un modèle purement digital, soit j'ai un modèle qui s'appuie sur des conseillers, soit j'ai même un modèle où en fait j'ai très peu d'opérations. Par contre, c'est des opérations très importantes pour mon client à ce moment-là. Si je fais de l'émission de dette, par exemple pour mes clients d'entreprise, voilà, il faut être juste très bon à ce moment-là et ce sera peut-être qu'une fois, mais il faudra être vraiment, vraiment très bon. En fonction de ce dont j'ai besoin, je vais utiliser l'intelligence artificielle, soit effectivement pour gagner en efficacité, si je veux faire mon onboarding client ou mon KYC, qui est toujours le process qu'on traite parce qu'il est encore
parce que peu standardisé, très pénible pour les clients, très coûteux pour les banques et par ailleurs un peu source de risque aussi. Et ben celui-là, voilà, je vais utiliser de l'IA sur celui-là parce que je sais que c'est mon cœur finalement, là où je vais faire mes économies, là où je vais mieux satisfaire mon client et réduire mes risques. En revanche, effectivement, sur l'exemple que j'ai tout à l'heure des émissions de dette, ben on va être beaucoup plus sur brasser très rapidement beaucoup plus de données, y compris de données de marché, pour rendre finalement mon banquier beaucoup plus pertinent, beaucoup plus rapidement dans le conseil qu'il va apporter aux clients. Sur un modèle comme celui de Boursorama, ce sera encore d'autres enjeux de répondre à beaucoup plus de questions, beaucoup plus vite en self-care aux clients parce que c'est la promesse et c'est ce qu'il attend. Donc voilà, je pense que c'est important de repositionner que la technologie n'apportera pas la réponse à qu'est-ce que j'ai envie de faire. La question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment je m'appuie sur la technologie pour le faire. Le point commun de tout ça, c'est l'énorme quantité de données qui sont brassées, notamment de données personnelles. On voit bien que, notamment au niveau européen, c'est quelque chose qu'on a commencé à prendre très au sérieux. Jamal, on est au point sur l'impact que va avoir l'IA sur l'utilisation des données personnelles, ou est-ce qu'on ne l'a pas encore complètement pris en compte? Est-ce qu'on est déjà bien équipé pour le prendre en compte? Alors, sans données, il n'y a pas d'IA, en tout cas l'IA dont on parle aujourd'hui. L'IA se nourrit des données, soit pour apprendre des modèles prédictifs, des modèles d'aide à la décision, ou des modèles qui sont capables de générer du texte. Donc c'est les agents conversationnels, les modèles de langue, ChatGPT ou autres en font partie. Et donc voilà, la donnée, c'est ce qui nourrit l'IA, donc on l'a dit depuis des années, et si les données sont biaisées, les modèles sont biaisés, garbage in, garbage out, ça reste valable dans ce cadre-là. Par contre, ce qu'on observe, c'est quand on est dans l'IA, quand elle devient prescriptive. Si je prends un exemple, l'octroi d'un crédit, c'est un modèle. Avant, on faisait du scoring, en réalité. Maintenant, on essaie d'avoir des modèles plus performants parce qu'on a avancé un peu sur les aspects algorithmiques et surtout, on a davantage de données. Et on voit bien qu'avec la réglementation, mais là, je parle de ce sujet que je connais moins bien. En tout cas, on a eu ces discussions-là avec le Conseil d'État sur l'utilisation de l'IA dans des actions qui impliquent l'humain en général, donc des actions critiques. On a parlé des systèmes d'intelligence artificielle pour avoir une sorte de vocable qui rentre dans les canons juridiques. Et on s'est rendu compte que, avant, en fait, qu'on a une décision d'octroi de crédit ou pas de crédit, c'est un humain, difficile d'aller auditer. Pourquoi je n'ai pas eu mon crédit? Avec l'IA, avec l'utilisation de la décision algorithmique, pour prendre la terminologie juridique, on est en mesure d'auditer pourquoi la décision m'a été favorable ou défavorable. Donc se pose la question, on va voir comment vous avez avancé sur ces questions-là dans vos domaines. Mais c'était les questions qu'on s'est posées de façon théorique. Après, en pratique, ça peut être différent. Mais ce que nous, on observe, et ça, c'est des travaux académiques encore, c'est de dire, quand je suis dans une décision qui est prescriptive, en fait, ça oblige l'humain à s'adapter à la décision. D'accord, ça crée un effet de feedback loop. Okay, donc on observe on l'a observé dans des systèmes politiques pour élargir la discussion. Quand la décision politique impacte les humains essayent d'être stratégiques par rapport à la décision politique pour qu'elle leur soit favorable. Maintenant, avec la diffusion large de la décision algorithmique, on va avoir davantage de comportements stratégiques. Ça veut dire les humains, comment ils vont adapter leurs caractéristiques pour que le crédit leur soit octroyé, ce qui peut paraître normal. Mais cette idée que on va entrer dans une ère où, étant donné que la décision algorithmique, elle gagne en vitesse et en échelle, on va avoir des comportements qui vont s'adapter à la décision algorithmique. Pour faire un autre parallèle et élargir un peu la focale, c'est ce qui se passe aussi avec les modèles de langue. Alors, je ne sais pas, il y a eu des chiffres qui sont sortis, de plus de textes qu'on va trouver sur Internet, ça va être des textes qui viennent des modèles de langue, voire des modèles de langue transformés. Donc finalement, on rentre dans une sorte de paradoxe où le système, s'il veut se réadapter, ça va être à partir des données qu'il a lui-même produit. Donc on va voir comment tout cela avance. C'est un problème mais je ne sais pas si Microsoft, vous avez eu la même problématique, mais c'est ce que Google avait vécu il y a un certain temps sur leur système de traduction à partir d'Internet. Parce qu'à un moment, on s'est rendu compte que la traduction disponible sur Internet, c'était faite par le système de traduction de Google. Donc le système s'appauvrisse en réalité. Donc on observe. En tout cas, mon propos, c'est qu'il va y avoir une sorte d'adaptation ou de feedback loop entre l'algorithme et les données qu'il génère et à partir desquelles il apprend, y compris quand il s'agit de décisions humaines. Donc ça, c'est passionnant pour le chercheur que je suis, mais ça peut partir dans des directions qu'on ne maîtrise pas. Mais justement, peut-être question à Frédéric, est-ce qu'on est OK, est-ce qu'on est à l'aise avec le fait que, utilisant l'IA, on se rend compte que ça fonctionne? Finalement, on parle
pour le moment, de décisions à faible valeur ajoutée, mais on se dit, tiens, ça marche bien sur des choses, l'octroi d'un crédit, pourquoi pas l'octroi d'une assurance, pourquoi pas le conseil en investissement, et que petit à petit, on finisse par déléguer de plus en plus à l'IA. Est-ce qu'on est conscient de ce risque? Est-ce que c'est un risque? Est-ce qu'on est OK avec? Ou là, est-ce qu'on est complètement, pour le coup, dans le fantasme? Alors, il y a différents sujets. Le premier sujet, c'est l'information, la qualité des bases de données, comme tu l'as très bien dit. Là, quand on parle d'une banque, une société d'assurance, bien sûr, ces données sont confidentielles et sont privées. Donc, on va fonctionner sur un tenant, un écosystème qui est l'écosystème de la banque, la société d'assurance. Et donc, c'est des vraies données. Donc, il ne peut pas y avoir de fausses données. C'est des données de la banque. Et donc, les algorithmes et toutes les réponses qu'on va avoir sont par rapport aux données de la banque. Donc, sont très fiables. Pour prendre un exemple très concret, on a fait un hackathon avec une banque et aussi avec une société d'assurance sur quand il y a un appel dans un contact center et que j'ai besoin d'une information. Avant, c'était le savoir et d'une personne. Maintenant, l'intelligence artificielle va aller chercher par rapport à la question tous les documents qui y font référence. Ça peut être le document de votre contrat et vous dire, voilà, votre question, c'est la ligne 112 du contrat que vous avez signé il y a 3 ans, ou ça peut être un document de formation. Et donc, on va faire monter la pertinence de la réponse de à peu près à 50 à 80%. Et l'intelligence artificielle va aussi être capable de dire, voilà, dans le 20% des cas, par exemple, je n'ai pas trouvé la réponse parce qu'elle n'existe pas, ce qui permet au chef de produit ou au patron de la stratégie dans une banque ou une assurance de dire, voilà, il faut qu'on complète cette information parce qu'on a beaucoup de demandes clients. Et comme l'a très bien dit Noémie, un impact sur la partie satisfaction. Donc, l'intelligence artificielle, c'est en termes voilà, est-ce que c'est un fantasme ou pas? Je pense que c'est basé sur des données qui sont réelles et très concrètes, donc il ne peut pas y avoir de choses très étranges qui sortent, surtout dans la banque et l'assurance, puisque les données, elles sont très bien, en général, organisées et très bien régulées. Voilà, donc le risque, il est assez limité. Après, le fantasme que l'intelligence artificielle remplace l'humain, moi je me rappelle, quand le digital est sorti, on a dit qu'il n'y aura plus d'assureurs ou d'agents ou de banquiers dans la Silicon Valley. Il y en a toujours. Aujourd'hui, il y en a toujours. Ils utilisent l'intelligence artificielle. Je pense que, comme l'a très bien dit Mathieu, on va remettre le conseiller au centre. C'est-à-dire qu'un conseiller aujourd'hui fait 40% de face-à-face client et fait 60% d'administratif, de régulation, etc. Et l'intelligence artificielle va prendre cette partie-là et il va pouvoir retrouver son vrai métier qui est de conseiller le client. Bien sûr, il y aura comme pour Boursorama des parties qui seront automatisées. Mais on sait très bien, par exemple, un prêt immobilier, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Moi, à San Francisco, je l'ai fait sur un mobile en 2 clics. Il n'empêche que quand vous prenez un prêt pour 20 ans, vous avez besoin d'une relation avec un humain. Voilà. Et donc, la relation humaine, elle va rester toujours au centre, mais l'intelligence artificielle va permettre de traiter pas mal de sujets qui ont très peu de valeur pour un conseiller. Mathieu, sur le point de la crise financière, quand on a préparé cette table ronde, tu m'as dit non mais là c'est fini, le spectre qui avait un petit peu agité à un moment notamment les autorités monétaires, notamment la BCE, qui s'inquiétait que désormais on aurait peut-être tous désormais un conseiller ChatGPT financier et que ce soit un risque financier systémique. Ça c'est déjà presque un fantasme du passé. En fait, en tous les cas, on a baigné toute notre génération avec tellement de science-fiction, les Skynet et autres, que vraiment, il y a un biais, il y a un rejet, une aversion très naturelle de l'humain contre la machine. C'est comme ça. De mon point de vue, en tous les cas, c'est des IA prescriptives, c'est pas du tout ce qui est en train de sortir et en train d'arriver. C'est une évidence. Si je parle que pour ma taverne, qui est l'IA dans la finance, on voit bien qu'on n'est pas des créateurs d'IA, on est des utilisateurs de modèles déjà préentraînés. On peut aller fine-tuner pour s'amuser, mais en vrai, on les utilise tels quels pour leur capacité à comprendre du texte et de la donnée non structurée. Images, vidéos, tout ça. Super. Donc, le point, c'est qu'on s'est à peu près tous battus pour avoir une plateforme très sécurisée, très industrielle, dans laquelle les données restent chez nous. À la marge, on appelle nos copains de Microsoft pour avoir une version sécurisée de ChatGPT et on ne laisse aucune donnée chez vous, on les garde chez nous. Donc, si tu veux, le côté sécuritaire, il est à peu près là et on s'est tous battus pendant 18 mois, ou 12, ou 24, ça dépend mais pour avoir ce truc-là. Ensuite, c'est vrai que les régulateurs nous ont tous appelés, tous les mois, de tous les pays. Alors, je suis à Amundi, on est dans plein de pays. Et ils nous ont dit, mais est-ce qu'avec vos IA, vous n'allez pas avoir des investisseurs automates? Donc déjà, non, toujours pas. C'est un humain qui clique sur le bouton. C'est des assistances pour manipuler plus d'informations, mais la décision est humaine. Et est-ce que, du coup, ils ne vont pas tout le temps, vos IA, analyser la même chose de la même manière et Exactement. On va avoir plus de liquidité sur les marchés parce que vous allez tous bouger dans le même sens en même temps? Bon, je pense que 24 mois après, parce qu'on est en production depuis ce temps-là, on voit bien que ce n'est pas du tout le cas.
On voit bien que les gérants chez Amundi pensent toujours pas pareil, que leurs analystes, même dopés à l'IA, ne pensent pas pareil, ne font pas les mêmes notes. On voit juste que c'est des assistants, c'est juste un outil de plus qui leur permet de manipuler des volumes d'informations très conséquentes. C'est intéressant du point de vue investisseur, parce que souvent on fait une hypothèse forte. On dit que dans le prix, toute l'information du monde est contenue. Bon, c'est pas totalement vrai. Si on est capable d'aller manipuler l'information avant qu'elle soit mise dans le prix, avant que l'offre... Bon, on est content, on peut avoir un petit peu d'avance. Ça nous sert à ça? Pas plus, pas moins. Et dans un espace sécurisé. Bon, on n'a pas peur de Skynet alors? Non. Peut-être en complément, je pense qu'il y a quand même un sujet qui est important de rappeler, et d'ailleurs le régulateur l'a bien compris, puisque c'est l'axe qui a été pris dans les régulations et dans les actes en particulier, c'est que en fait il y a le sujet de la technologie et il y a le sujet des usages. Et donc la question qu'il faut toujours se poser, c'est en fait pourquoi on utilise cette IA, pourquoi est faite cette IA, qu'est-ce qu'elle est capable de faire, qu'est-ce qu'elle n'est pas capable de faire. Il y a des IA dont on se sert en effet pour faire de l'automatisation, souvent comme tu l'as décrit sur des tâches extrêmement précises, et donc voilà, de la lecture de documents, des choses comme ça très précises. Et il y a des IA, et l'essentiel jusqu'à présent, on s'en sert plutôt pour faire de l'advisory, si je puis dire, de l'assistanat de celui qui va l'utiliser. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, le deuxième élément, qui est très clair aussi dans la régulation, c'est que si on arrive à être très explicable, et donc tu l'as dit, on va rapatrier des sources, on va permettre aux personnes de finalement de juger elles-mêmes de la qualité de la réponse. Donc si on arrive à être assez explicable, très transparent, que ce soit vis-à-vis du conseiller à qui on va pousser, ou de la personne dans la banque à qui on va pousser une décision, ou que ce soit vis-à-vis du client, et si on est très très explicite sur les conditions d'usage, et donc c'est là où je pense qu'on va peut-être parler un peu des sujets de formation et d'acculturation, et de ce que ça veut dire aussi en termes non seulement de savoir se servir d'un outil, mais d'avoir les soft skills qui permettent de s'en servir sans se faire induire en erreur. Je pense que c'est là aussi où en fait on va vraiment pouvoir finalement réconcilier les promesses et les craintes, parce qu'en fait ça reste quand même un outil, et donc nous on est assez habitués avec le fait qu'un outil ne se trompe pas. Dans le cas de l'IA c'est pas toujours vrai, c'est voire rarement vrai, et donc ça nous demande de changer un peu le paradigme d'utilisation de la technologie, mais vraiment encore une fois c'est par les usages, par la transparence sur les conditions d'usage aussi qu'on va à mon avis réussir à mettre ce paradigme-là en place. Bon, on écarte la crainte de l'armée de robots investisseurs. On dormira déjà mieux ce soir. L'autre qui va peut-être intéresser aussi les professionnels de la finance qui sont dans cette salle ce soir, c'est, on a vu avec l'arrivée de chaque nouvelle technologie, l'émergence de nouveaux acteurs, et ce mot magnifique qu'on a employé un petit peu à travers la disruption. Cyril, est-ce qu'avec l'IA, on risque pas la même chose, c'est-à-dire que les acteurs traditionnels et même les néo-acteurs vont eux-mêmes se faire doubler par la droite par des nouveaux acteurs qui arrivent et qui sont spécialistes de l'IA, ou est-ce que finalement le cœur du système qui est la donnée empêche un petit peu ça? Oui, il n'y a pas que la donnée, bien sûr, mais il y a aussi le réglementaire. C'est-à-dire que pour tous les acteurs, les GAFA, on avait toutes les banques à un moment donné ont peur lorsque les GAFA sont arrivés sur la place et il y a eu l'émancipation il y a quelques années. Tout le monde s'est dit waouh, le jour où ils vont faire la banque, on est mal. Et tout le monde a eu peur de se faire disrupter par ces nouvelles technos. Mais voilà, le réglementaire a certains avantages, et que c'est vrai que ça protège aussi ces métiers-là, parce que y a toute une expertise derrière, il y a toute la connaissance client, il y a toute la donnée en effet. Et ça, je pense que c'est un élément qui permet aussi de protéger aussi l'arrivée de nouveaux acteurs. Et quand bien même ces acteurs, lorsqu'ils arrivent, petit à petit font partie de cet environnement, de cet écosystème qui fait grandir. Donc je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est comme les métiers, on en parle depuis tout à l'heure, mais on a la peur du changement lorsque les métiers derrière voient l'IA arriver, ils disent mais je vais entraîner un robot qui va prendre ma place demain. C'est quoi l'intérêt que je l'ai à l'entraîner comme il faut? Et je pense que derrière, il y a toujours la peur du changement, il y a la peur de perdre son métier, mais finalement, si on le voit comme un outil qui rentre dans mon écosystème et qui me permet d'être plus agile et de gagner du temps sur les tâches qui sont rébarbatives, derrière, je vais pouvoir plus être efficace, gagner plus de temps dans ma relation client. Et je pense qu'il faut le voir aussi comme ça et pas comme un concurrent direct, quoi. On est en train de lever un certain nombre de peurs, de risques ce soir, et je pense que les gens qui vont repartir vont être sans doute plus optimistes, mais il y en a un aussi qui nous colle un petit peu à la peau quand on est européen et quand on est encore plus français, que un petit peu le French bashing ambiant. Est-ce que ce sera une double question peut-être pour Frédéric et pour Jamal?
est-ce qu'on est largué en Europe et encore plus en France sur le sujet? Est-ce qu'on est à la traîne? Est-ce que c'est grave, docteur? Ou est-ce qu'on s'en sort pas si mal? Alors, on va commencer par une très bonne nouvelle. On a la chance d'avoir les meilleurs ingénieurs du monde en intelligence artificielle. On le voit, il y a Mistral en France. Hein, moi, je sais que quand je suis aux États-Unis, que ce soit chez Microsoft, dans des startups, à chaque fois, on rencontre des Français ingénieurs dans l'intelligence artificielle. Donc, on a de la chance, on est vraiment au cœur. Si on regarde les entreprises, très sincèrement, il y a 2 ans et demi, quand ChatGPT est arrivé, les entreprises françaises ont été numéro 4 mondialement dans le classement des pays, dans l'usage de l'intelligence artificielle. Donc très très vite, elles ont compris, analysé, etc. Je pense que là où on a un retard, c'est sur l'industrialisation. Ce qu'il faut bien distinguer, c'est quand il y a une invention, il y a ceux qui inventent, il y a ceux qui utilisent. Quand l'imprimerie est arrivée, c'est l'Allemagne qui a invité l'imprimerie, c'est la Hollande qui a publié au début les Bibles et puis après tous les journaux, et qui a fait l'écosystème et qui a fait la richesse. Et là, on est dans cette phase-là. Actuellement, aux États-Unis, 70% des entreprises utilisent l'intelligence artificielle au quotidien, donc ont vraiment industrialisé. En France, on est encore dans une phase d'industrialisation progressive. C'était vrai aussi dans le cas du digital. Hein. Moi, je me rappelle en France, en 97, c'était la compagnie bancaire qui avait sorti le premier site internet dans le service financier dans le monde, donc une énorme avance. Après, il y a eu les banques en ligne comme First Direct, d'HSBC et ING. Puis après, voilà, il y a eu des acteurs comme Boursorama qui sont devenus leaders du marché. Donc on voit qu'en France, on a toujours une tendance à prendre tout de suite la technologie à tester. On est super bon et on met toujours un petit temps à l'industrialiser. Jamal, il y a la question aussi, celle qui vient d'être posée, et puis celle de la formation. Est-ce que côté universitaire, on est prêt, là aussi, à former les spécialistes IA, c'est pas grave, d'aujourd'hui et de demain? Oui, mais d'abord, j'abonde complètement par rapport à ce qu'a dit Frédéric. Moi, je suis absolument d'accord. On forme les meilleurs ingénieurs parce qu'on a, jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'espère que ça va durer, une formation solide en maths. Donc voilà, pour l'instant, ce qui irrigue un peu toutes ces innovations, c'est l'excellence de l'école mathématique française. Le problème de la France, c'est que, donc, je vais enchaîner après sur la deuxième partie de la question, c'est qu'on forme une élite. Mais là, en l'occurrence, il faut qu'on continue à former cette élite, il faut qu'on continue à former sur les bases. Et là, il y a une grande inquiétude dans la communauté universitaire sur ce qui se passe sur l'effondrement, on va dire, au collège et au lycée, voire même avant, en fait, en maths en France. Mais bon, jusqu'à présent, on a quand même des formations d'excellence qui nous permettent d'avoir les meilleurs ingénieurs au monde. Frédéric a parlé des fondateurs de Mistral, enfin, c'est des gens qu'on a formés, qui sont sortis de nos formations et de nos labos. Donc là aussi, il y a la formation initiale, mais pour innover, il faut parfois aller jusqu'au doctorat, qui devient un peu le standard international dans le domaine. Donc la formation par la recherche est importante. Mais, donc voilà, mais il faut massifier partout. Donc l'IA, c'est, OK, il y a Mistral, mais ça va être partout. Et donc, du coup, il faut mailler le territoire, former du bac+2 jusqu'au doctorat. Et ça, c'est un vrai enjeu. D'accord ? Il y a tous les métiers. Vous le savez mieux que moi. Alors, il se trouve que nous, on forme, mais je suis à l'université PSL, donc l'École normale supérieure, les mines, Collège de France. Enfin, on ne va pas massifier. On continuera à jouer notre rôle de former cette élite dont on a besoin. Il faut peut-être qu'on pousse un peu les murs pour former un peu plus, mais on ne pourra pas massifier. Mais nous, on a dans l'institut que je co-dirige, on est dans cette réflexion-là, c'est comment continuer à former cette élite-là, continuer à avoir des Mistral, des H, mais autre chose. Moi, je suis convaincu que l'avenir, il n'est pas dans les LLM. Hier, j'étais à la Royal Society en Angleterre, on fêtait les prix Nobel de chimie. Les prix Nobel de chimie, qui ont été donnés aux gens de DeepMind, ce n'est pas des modèles de langue, c'est autre chose. C'est AlphaFold, c'est des algorithmes qui innovent dans la construction d'autres algorithmes, d'accord, dans la preuve de programme. Il y a autre chose qui est là aussi, d'accord. On se focalise, ça c'est mon message, on se focalise sur les ChatGPT, Gemini ou autres, mais il y a autre chose qui arrive, qui bouleverse, y compris les modèles de contrôle stochastique, de la technicité en finance. Enfin, ça diffuse largement. Et donc, alors je reboucle, il faut qu'on massifie et surtout, il faut qu'on forme ceux qui sont déjà en place, tous les collaborateurs. Donc il y a un vrai enjeu sur ce qu'on appelle le reskilling ou l'upskilling. OK, donc on a dit que l'IA est déjà partout et elle transforme.
en dépit des managers, en fait, les employés utilisent leur ChatGPT, leur modèle, de façon plus ou moins dite. Mais pour bien utiliser ces outils-là et s'ouvrir à d'autres, il faut former ceux qui sont en place. Parce moi, je suis convaincu, mais je vous laisse vous juger de mon propos. Ceux qui vont en tirer le meilleur bénéfice, c'est ceux qui savent ce qu'il y a derrière. On ne va pas ouvrir toute la boîte, mais qui connaissent un peu la machine. Et donc, il y a un enjeu fondamental en France, à généraliser la formation continue. Il y a un pays qui l'a fait, mais parce que c'est un petit pays, c'est un pays-ville, Singapour, où il y a un vote pour former, alors je n'ai plus exactement, mais à partir d'un certain âge, tout le monde, toute la population à ça. Je pense qu'en France, ça va être difficile, on vit des moments délicats, mais il va falloir quand même massifier la formation dans l'entreprise, la formation continue, reformer, upskilling, reskilling des personnes, pour qu'on en tire le meilleur bénéfice. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais nous, oui, je peux dire oui, on continue à former une certaine élite, mais ce n'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant. Cyril, dans l'entreprise, juste, on en est conscient de cet enjeu de former, puisque justement, vous les accompagnez là-dedans. Oui, on a des demandes aussi sur la formation, donc forcément, et à tous les niveaux, et en fait, en fonction des cas d'usage, en fonction de l'usage et qu'on va en faire, et de l'exposition qu'on va avoir à la donnée, on va forcément avoir des attentes différentes. Et la formation, elle est primordiale, et on le voit aujourd'hui. Hein, si on veut donner du sens à ce qu'on fait, si les gens ils veulent utiliser ensuite ces outils-là, il faut qu'ils puissent les comprendre, et donc ça passe forcément par la formation, quoi. Et c'est toute la culture finalement du changement qui est derrière, parce que le frein principal, il est là. Vous avez beau faire les meilleurs outils, mais si personne les utilise, le ROI pour l'entreprise, il est nul. Donc, toute cette culture du changement, elle passe nécessairement par la formation. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui doit être fondamental dans les entreprises et aussi, bien sûr, sur les étudiants qui vont arriver sur ces marchés-là, parce que la R&D qui est derrière, elle va forcément impacter les outils qui vont être développés. Et il faut que ces outils-là, encore une fois, ils soient compris pour être utilisés. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est un peu comme si on formait uniquement des grands chefs étoilés et qu'il n'y avait personne en cuisine. On a besoin, pour que si on veut un bon repas, que tout le monde puisse contribuer à faire le repas. Donc, chez Microsoft, par exemple, moi, dans mes équipes, on gagne à peu près, la première année, on a gagné 30 minutes par jour. On a maintenant gagné 1 heure et on l'a passé en formation. Donc, mes équipes se forment tous les jours et c'est extrêmement, extrêmement important. Et côté Microsoft, on a prévu de former 1 million de personnes en France. Et on travaille aussi avec Simplon pour reformer des Bac+2, des Bac+3 comme techniciens de l'intelligence artificielle, en attendant que les universités et les écoles mettent des programmes pour délivrer ce type de formation. J'ai envie de piquer un peu. Je pense que c'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Oui. Pour être très franc. Je n'ai pas la science infuse, mais je peux vous faire notre retour d'expérience. On a assez rapidement mis une plateforme robuste, industrielle, sécurisée. Super. On implémente des use cases avec nos lignes métiers. Il y a du ROI, tout va bien. J'avais dit que je ne le dirais pas, mais du coup, je vais quand même le balancer parce qu'il était savoureux. Je sais que ça te démange. On a sur des business cases les réponses de l'IA qui sont jugées par le métier, qui doivent valider qu'ils trouvent que c'est correct. Et évidemment, tous les retours sont négatifs. Les réponses de l'IA ne sont pas assez bonnes. Je regarde moi, je me dis, tiens, c'est étrange quand même, parce que ça a l'air d'être plutôt correct. Donc, du coup, on a commencé à envoyer au métier des réponses de l'IA disant ça c'est des réponses d'un humain, qu'est-ce que tu en penses? Et bizarrement, super. Et on a inversé, donc on est obligé de faire des placebos, des tests en double aveugle. On se rend compte que c'est pas qu'une histoire de compréhension, il y a un biais humain beaucoup plus fort dedans. Donc partant de ce constat-là, on a commencé à mettre en place une gouvernance un petit peu, j'ai envie de dire, au niveau board, partagée avec les RH, pas que les IT, avec les RH, la finance, avec pas mal de monde. Et on s'est dit qu'on allait faire excusez-moi pour le terme, il n'est pas joyeux, mais de la contamination en peer-to-peer. C'est-à-dire que plutôt que d'ouvrir massivement de l'IA à tout le monde et de former massivement, je pense que c'est très cher et pas très efficace. Et on n'est pas capable de mesurer le ROI que vous avez. Et à un moment donné, il faut quand même que j'aille voir mon patron en disant « t'as dépensé tant, ça t'a rapporté tant ». Enfin, ma patronne en l'occurrence. Et donc du coup, on s'est dit on fait des business cases avec des équipes métiers. On en fait de plus en plus. Je crois qu'on a 150 initiatives comme ça, un truc comme ça sur Amundi. Et après, du coup, j'ai des équipes de 5-6 personnes qu'on a formées, qui ont appris à jouer, qui ont dévié. On leur dit à la fin que c'est un test en double aveugle, hein, donc ils se rendent compte de leur propre biais. Et après, je peux ouvrir à tout le monde. Et j'ai pas besoin de les former. C'est votre collègue qui vous apprend. C'est votre stagiaire qui vous montre.
et on fait une contamination de peer-to-peer. Vous voyez ? La formation nécessaire, mais c'est toute une logique et une architecture un petit peu d'organisation qui est à mettre en place au-delà de la formation. Mathieu a lâché le mot, les dépenses. Comment, emporté par son enthousiasme et les promesses futures de rentabilité, on ne se retrouve pas, Noémie, peut-être cramer la caisse un peu vite et puis à s'éparpiller un petit peu dans tous les sens. Elle est un petit peu là, la tentation quand même, non ? Ouais, je pense qu'effectivement, mais on est plusieurs à l'avoir dit, je pense qu'il y a un peu deux types de cas en fait, hein, si on fait la synthèse de ce qu'on a dit. Il y a les gros cas de redesign de process, etc. Et ceux-là, très clairement, il faut une gouvernance assez stricte de l'investissement, tu l'as mentionné, je pense qu'on est tous un peu dans le même cas. Cette gouvernance de l'investissement, elle est forcément portée au plus haut niveau de l'organisation, parce qu'en fait, l'investissement, il est certes IT, mais il est aussi beaucoup dans les autres expertises. On n'en parle pas très souvent, mais en fait, quand on lance un gros projet d'IA, bien sûr, c'est une dépense informatique, mais c'est aussi du temps des juristes, du temps de la compliance, du temps... Donc, en fait, pour moi, le pilotage, il est vraiment au plus haut niveau COMEX, en fait, hein, donc après, répliquer aux différents COMEX des différentes entités, mais il y a quand même, vraiment, il faut que ce soit porté très haut sur le pilotage de l'investissement. Et après, il faut aussi être conscient, je pense, que cette formation dont on parle, elle n'est pas one size fits all pour différents types d'audience, et elle est aussi continue. Et donc, en fait, le déploiement de certains outils, type les copilotes un peu classiques, dont aujourd'hui on a eu des débats, il y a du ROI, non, il n'y a pas de ROI, en fait, ça dépend. En fait, peut-être qu'il n'y a pas de ROI de court terme, mais par contre, c'est quand même en utilisant que les gens vont apprendre. Et en fait, tant qu'on n'a pas prompté, qu'on n'a pas réussi à avoir la réponse, qu'on a reprompté, qu'on a compris qu'en fait, il fallait poser la question différemment, en fait, on peut nous faire des heures et des heures de formation, on n'aura toujours pas compris à la fin. Et donc, il y a une partie de l'investissement où je pense qu'il faut être très strict, très focus, avec des vrais business cases. Ça s'appelle des projets de transformation, ça existe depuis longtemps, et maintenant, il y a largement de l'IA dedans. Et puis après, il y a effectivement... des outils plus off the shelf où ça a une vraie vertu d'habituer finalement les personnes et puis de donner envie aussi, parce qu'on en voit l'intérêt, de se pencher un peu sur la façon dont ça fonctionne de façon plus pratique. On arrive quasiment au terme de cette table ronde. On a parlé des perspectives incroyables de l'IA, on a débunké un certain nombre de risques. Il y a pour le moment un grand absent, on n'a pas du tout parlé, on parle de modèles de plus en plus larges, qui brassent de plus en plus de données, de puissance de calcul de plus en plus forte. Tout ça consomme énormément d'énergie. Comment on rend ça compatible? Comment on le concilie avec, par ailleurs, les exigences de transition énergétique? Comment on le combine avec des exigences de sobriété? Je pense que c'est aussi une opportunité. Enfin, je vois ma fille qui est data scientist. Elle utilise GitHub Copilot. Ça lui a permis de coder en économisant 2 heures par jour. Et elle a demandé à la machine recode-moi avec un impact carbone 2 fois inférieur. Quand vous finissez votre journée à 20 heures, vous n'avez pas envie de dire je vais passer la nuit à recoder pour avoir un impact carbone inférieur. Donc je pense que on va bien sûr, l'intelligence artificielle a un impact carbone, c'est évident, mais ça va être aussi des outils qui vont nous permettre d'accélérer cette décarbonisation. Et par exemple, chez Microsoft, on n'a pas changé nos objectifs. Après, il y a peut-être aussi des solutions qui sont plus ou moins impactantes en termes d'RSE. Donc, il y a peut-être aussi, on n'est peut-être pas obligé d'avoir toujours son chat GPT ouvert à côté de soi pour aller poser une question qu'on pourrait trouver sur un autre... Une discipline d'utilisation aussi, peut-être. Oui, on n'est pas obligé de prendre la Ferrari pour aller acheter sa baguette. Donc, voilà, donc je pense qu'on a aussi une éducation à avoir parce que ça devient un réflexe, en fait, au quotidien d'avoir son chat GPT ouvert et en fait, ça remplace Google. Et puis, on pose toujours des questions dessus, voilà. Mais c'est vrai que l'énergie que ça consomme derrière, c'est pas forcément la même. Donc, je pense qu'il y a aussi dans l'accompagnement au changement, il y a cette réflexion à avoir en fait sur l'empreinte aussi de cette nouvelle techno et aussi au quotidien, parce que quand c'est une personne qui est éduquée, ça va, c'est comme la douche tous les matins, si tout le monde fait l'effort, eh bien ça peut avoir des effets sur la planète qui, je pense, peuvent être aussi impactants. Donc je pense que ça fera partie aussi de la culture du changement dans les entreprises, d'être sensible à ça. En tout cas, je pense que nous, c'est un axe aussi qu'on voudra porter pour être un petit peu différenciant, quoi. Je pense que c'est un sujet compliqué. Pour être très franc, il y a des effets rebonds partout. Oui, tu peux coder plus efficacement, mais en fait, tu codes plus. Bon, on ne va pas lancer le débat d'experts. C'est quelque chose qu'on note dans nos business case. On regarde le nombre de kilos de carbone qu'on va émettre avec ça et ce qu'on pouvait être capable d'estimer du process manuel qui est en face et on le vérifie.
à peu près. Il y a plein de règles de 3 et d'approximation. Je ne peux pas vous dire que c'est une science exacte. Néanmoins, il faut le regarder. Oui, je vais parler de gouvernance partagée. Notre RSE est à table avec nous pour décider les business cases qu'on met au moment du pilotage de l'investissement. Moi, je partage ce que tu dis. En fait, je pense que le souci et la philosophie, on l'a tous. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces mesures, elles sont très difficiles à faire. Et donc, je pense qu'il faut aussi être assez humble sur ce sujet. On est au début. Donc on n'est pas encore, pour moi, entré complètement dans des logiques d'optimisation dans lesquelles on sait qu'on devra être la bonne techno pour le bon usage. Et puis aussi, finalement, la consommation de ces technologies, elle va aussi largement dépendre des stratégies d'approvisionnement énergétique, des gens qui les fournissent, etc. Donc il y a quand même tout un tas de paramètres qu'on ne maîtrise pas encore complètement. Donc je pense que le souci, on l'a tous, c'est dans nos gouvernances. Après, est-ce qu'on a complètement les bonnes mesures pour faire les bons arbitrages au jour d'aujourd'hui? Je pense pas encore, et je pense qu'on doit investir collectivement, y compris le monde académique, les gros providers de technologie et nous les utilisateurs, pour les avoir. Et juste un truc bête, hein, garder du bon sens paysan, il ne faut pas mettre de l'IA parce que c'est chouette de mettre de l'IA en ce moment. Il y a des projets de transfo, il y a des douleurs métiers, on se pose la question du problème métier, du problème client. Potentiellement, l'IA générative, un LLM peut être la réponse, et une bête heuristique, la plupart du temps, fait le boulot aussi. Enfin, voilà, je veux juste rappeler qu'on ne met pas de l'IA pour mettre de l'IA. Jamal, vous qui voyez la nouvelle génération arriver, j'ai envie qu'on se quitte là-dessus. Comment vous voyez les choses? Avec un optimisme un peu réaliste, de dire que finalement, il y a moyen que ça fonctionne bien, cette histoire? Oui, par définition, je suis optimiste, mais je veux quand même rebondir sur ce qui a été dit. La question énergétique, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'on peut être concerné, mais c'est aussi une question de business et d'économie. Par ailleurs, moi je crois que en fait, c'est la contrainte économique qui va faire qu'à un moment, on va arriver à des modèles qui sont moins énergivores. Moi, quand je vois Google, alors j'ai pas le chiffre exact, comment leur consommation énergétique a fait un bond depuis qu'il y a une intégration plus forte des modèles de langue dans leurs produits. Donc, à un moment même, les grands acteurs se posent la question économique des algorithmes qu'ils développent. Et ça a été bien dit, il y a à la fois ces modèles de langue, les LLM, ils sont énergivores, et pour l'instant, on est sur la doctrine « bigger is better », enfin, plus c'est gros, plus c'est plus performant. Je pense qu'on peut faire les choses différemment. Je pense qu'on peut avoir des modèles spécifiques. Et Microsoft sont assez avancés là-dessus sur ce qu'on appelle les Small Language Models. Il y a la série Phi qui est développée chez Microsoft, où on peut avoir des modèles qui sont spécifiques. On est encore à la recherche de ce qu'on appelle les modèles de fondation. Ce sont des modèles qui ont été beaucoup poussés par Altman et autres, comme quoi on va arriver à avoir des modèles qui capturent l'intelligence et on va aller vers l'intelligence générale. C'est une foutaise. D'accord? Donc, pour l'instant, ce sont des modèles qui sont capables de prédire, alors de façon, je ne vais pas rentrer dans les détails, prédire le futur bout du mot. Et il se trouve qu'en ces conséquences, ça donne des choses qui sont cohérentes. Ce ne sont pas des modèles qui sont capables ni de planifier, ni d'avoir des raisonnements de planification. C'est un autre type de raisonnement. Mais du coup, la question qu'on se pose, est-ce qu'on a encore besoin d'entraîner ces grands modèles? Et si on les utilise comme un moteur de recherche, ce qui est une bêtise absolue, ce n'est pas des moteurs de recherche. Il ne faut pas poser des questions à ces modèles. La réponse, elle sera générée par séquence de bouts de mots. Donc, après, oui, vous pouvez les intégrer dans votre moteur d'entreprise, des systèmes RAG ou autres. Donc là, ça devient des systèmes de réponse sur une base de connaissances. Mais ce que je veux dire, c'est que si on les utilise, comme on utilise aujourd'hui Google comme un moteur de recherche, on n'a pas assez d'énergie sur Terre. Point. Donc ça, c'est ce qu'il faut garder en tête. Donc on ne peut pas continuer à le faire. Et moi, je suis très inquiet quand je vois OpenAI qui publie SearchGPT, un moteur de recherche. Il faut qu'on m'explique comment ça va, comment ça marche et comment tout ça est soutenable. Donc la question se pose, c'est une question fondamentale. Il y a comment sortir de cette idée qu'on va avoir des modèles de fondation qui capturent l'intelligence. Il faut sortir de cette logique-là. Elle arrive devant un mur, et donc il faut s'y atteler. Après, il y a l'effet rebond, mais ça, c'est le numérique en général. Oui. Ça, c'est l'effet du numérique. On rend le truc plus accessible, moins cher, et l'usage explose. Donc, il y a toujours un effet rebond. Maintenant, sur de la recherche, oui, la recherche, elle est toujours enthousiaste. Ça fait 60 ans qu'on travaille sur le domaine. Donc, on est content de voir que notre domaine, il fait l'objet de discussions sur un use case, des termes que je ne comprends pas, mais je suis content de voir qu'il y a peut-être de la valeur qui en sort. Et donc, après, moi, quand on a construit la voiture, on ne s'est pas soucié de la consommation de la voiture.
voilà, c'était look man, no hands. Je fais du vélo avec les mains. Maintenant, je pense qu'on va rentrer dans une logique d'optimisation. Et je sais que moi, dans mes autres fonctions, je coordonne un programme national français qui s'appelle un PEPR, Programme et équipement prioritaire de recherche en IA, qui est focalisé sur cette question-là, qui est focalisé sur la question de la frugalité, la soutenabilité et la confiance. Ce sont 3 termes qui vont ensemble. Et la frugalité, on peut l'avoir par des architectures qui soient plus économes en énergie. On essaie d'intégrer les questions d'effets rebonds, mais c'est compliqué de travailler avec les sciences humaines et sociales. Enfin, bon, donc en tout cas, les maths, on n'y arrive pas, parce que c'est une question d'usage, de société, donc il faut l'intégrer. Mais on peut aussi imaginer de nouveaux modes de calcul, proche machine. Aujourd'hui, on est tous en train d'enrichir M. Jensen de NVIDIA. Peut-être qu'à un moment, il y a d'autres façons de faire du calcul proche machine. Il y a des voies sur combiner calcul et mémoire. C'est un peu plus technique. On parle des memory stores ou des. Mais en tout cas, la recherche continue. Et surtout, on essaie de sortir de l'idée que c'est par les LLM qu'on va capturer l'IA générale. C'est pas possible. D'accord ? Un modèle autorégressif tel qu'il est défini comme ça. Par contre, il y a d'autres choses. Il y a d'autres voies. Et moi, j'aime bien tout ce qui se fait autour, en somme, de AlphaFold, alpha machin. Donc tout ça, c'est des choses qui vont avoir davantage d'impact une fois la vague des LLM est passée. Et c'est passionnant. Bon, il va falloir faire un épisode 2. Merci en tout cas d'avoir répondu à pas mal de sujets, pas mal de questionnements qu'on avait sur l'IA ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cette table ronde et je vous laisse entre les mains experts d'Ariel Wiesman pour la cérémonie des Investor Awards. Merci beaucoup.